téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Réflexion politique, un plateau sur lequel vous savez très bien, chers téléspectateurs, où nous abordons plusieurs sujets dans le but de poser une réflexion, de pousser une réflexion et même d'entrevoir des pistes de réflexion. Avant tout, c'est un plateau pour un débat de contribution. Pour bon nombre de pays africains, les questions de gouvernance, de démocratie, de laïcité reviennent plus que jamais dans les réflexions, les débats. Les questions à se poser, quelle gouvernance est mieux pour nos pays? Quelle démocratie? Peut-être qu'il faut revoir cette démocratie, renouveler cette démocratie et l'amener peut-être à la démocratie à l'africaine, pourquoi pas? D'où le thème de notre réflexion d'aujourd'hui, laïcité, gouvernance et démocratie. Les invités de notre débat d'aujourd'hui, chers téléspectateurs de Mandé TV, sont Dr Mahamadou Konaté. Il est le directeur général de Conseil d'Onco pour la gouvernance et la sécurité. Expert en gouvernance, démocratie, sécurité et développement social. Membre du comité stratégique du M5 RFP Mali-Croix. Monsieur Konaté, docteur Konaté, bienvenue sur le plateau de Mandé TV. Merci beaucoup pour m'avoir invité. C'est ma première fois et j'espère que nous allons passer un très beau moment ensemble. Un moment d'échange, un moment de réflexion, comme vous le dites à l'entame de vos propos. J'ai en face un petit esclave que j'ai libéré il n'y a pas longtemps. C'est le cousinage à plaisanterie. Donc je suis content que les choses vont bien se passer. C'est ce qui fait beau l'Afrique, c'est ce qui fait beau notre Mali d'ailleurs. Notre deuxième invité est M. Abdoulaye Sako, enseignant-chercheur, représentant du mouvement de soutien à l'imama contre la laïcité. L'imama, je rappelle ici, chers téléspectateurs, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique au Mali. Monsieur Sako, bienvenue sur le plateau de Mandé TV. Merci madame, bonsoir à mon cousin et bonsoir à tous les téléspectateurs. Je suis très ravi d'être ici pour la première fois sur votre plateau. Merci. Merci beaucoup surtout d'avoir accepté l'invitation, de vous rendre disponible pour pouvoir venir pousser cette réflexion. Comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, il est important qu'on puisse pousser une réflexion sur la gouvernance, sur la démocratie. C'est pour cela que vous êtes ici aujourd'hui, en Afrique en général, mais on va aussi essayer de se focaliser un petit peu sur le Mali. Comme ça, pour commencer, qu'est-ce que vous entendez par gouvernance? Quelle analyse faites-vous de la gouvernance en général, de la démocratie en Afrique et au Mali en particulier? Professeur, docteur? Écoutez, la gouvernance, c'est l'art en fait de diriger un pays selon des normes qui permettent d'assurer à son peuple le bonheur social. Et pour cela, les pays ont différents modèles qu'ils mettent en pratique. Parfois, certains réussissent, d'autres pas. Et en ce qui concerne le Mali, depuis 1960, nous sommes encore en train de chercher notre voie. C'est vrai que la Première République a choisi d'organiser notre société suivant un modèle socialiste de gestion des affaires publiques qui était reposé un peu sur la justice sociale, mais aussi voilà, la poursuite de l'intérêt général, surtout la primauté de l'intérêt collectif, des droits collectifs sur les droits individuels. Pour nos parents qui ont vécu en ces temps-là, je pense qu'ils vous donneront un témoignage du fait d'abord de la présence des sociétés publiques en grand nombre, de la présence des sociétés de distribution de ressources alimentaires, suivant bien sûr des plans établis,
des programmations, si vous voulez, quinquennales, ouais, des politiques publiques, etc. Ce sont des caractéristiques de ce régime social. Et puis, nous avons une cassure, plus qu'une césure, en 68 avec le coup d'État qui a eu lieu. Et le régime qui a suivi était un régime un peu hybride. C'est un peu de socialisme, mais aussi un peu de capitalisme, parce que la privatisation de certaines sociétés a commencé. Et puis la proclamation, ou j'ai envie de dire l'aiguisement, si vous voulez, des droits et libertés fondamentaux, voilà, s'est affirmé pour la première fois. Et malheureusement, la gestion quotidienne qu'on en a fait a donné naissance à un régime plutôt dictatorial qui a fini par lasser le peuple et le pousser à la révolte en 1991. Donc pour donner naissance à un troisième modèle de régime démocratique, déjà qui fait de l'élection, si vous voulez, l'unique mode, si vous voulez, de transmission de pouvoir et de légitimation de l'exercice du pouvoir. Et bien sûr, la liberté, les droits et libertés ont connu un nouveau regain, peut-être voilà, un espace beaucoup plus élargi, ouvert, et la privatisation, bien sûr, a été renforcée, et elle est même devenue, à mon avis, outrancière, parce qu'il y a des sociétés d'État qu'on a privatisées et qu'on aurait dû, qu'on apprendra plus tard, qu'on aurait dû garder dans les jurons de l'État. Et depuis, nous avons connu des soubresauts, oui, en 2012, un autre coup d'État, et puis une rébellion Touareg au nord de notre pays, une transition politique, et puis l'élection en 2013. Ces soubresauts n'ont pas donné naissance à un nouveau régime. Donc c'était le retour vraiment à la pratique politique habituelle. Et en 2020, pour faire court, notre révolte est née et qui aspirait cette fois-ci à vraiment une nouvelle gouvernance de l'État. Et je faisais partie de ce mouvement du M5 RFP en 2020 et on parlait souvent même de l'avènement d'une quatrième république. Oui, donc un régime politique, peut-être social, mais un socialisme ouvert sur son temps et conscient bien sûr de ses défis. Et voilà, nous sommes avec la transition actuelle qui souhaite élaborer une nouvelle constitution. Je pense que dans les débats on en reviendra. Mais jusque-là, la gouvernance telle que nous l'avons vécue sous les anciens régimes depuis 1992, malheureusement, est fondamentalement restée la même. Et ce qu'on fait en matière de pratique est beaucoup plus éloigné de ce qu'on dit dans les discours et ce qu'on édicte dans les lois. Parce que les droits fondamentaux des populations, surtout dans les zones rurales, ne sont pas du tout respectés. La sécurité que l'État a promis aux populations n'est pas au rendez-vous. Et les institutions ne fonctionnent pas telles qu'elles sont décrites dans les textes. Et les pouvoirs, au lieu d'être un pouvoir au service du peuple, donc un socialisme à la digne ce nom, malheureusement a fini dans la main de quelques-uns, une plutocratie, un groupe qui règne. Et je pense que chaque Malien se rappellera un peu de la place de la famille de l'ancien président dans la gestion de l'État. Donc voilà en gros le tour que je peux faire sur cette question. De votre analyse, je vais quand même retourner vers Monsieur Sakor. Ouais. Vous allez sûrement nous donner quelques points de votre analyse, mais en même temps, j'en profite pour ajouter une deuxième question parce que je me permets, vu qu'on a un programme un petit peu chargé. Est-ce que vous pensez que dès le départ, la gouvernance, pendant les périodes de l'indépendance, a été un petit peu biaisée? On n'avait pas vraiment compris ce que c'est que la gouvernance depuis cette époque-là et qu'il fallait faire sûrement une éducation des citoyens, des populations et même de toute l'Afrique. Bon, tout d'abord, il faut comprendre de l'expression gouvernance une idée dont l'objectif est la bonne gestion des affaires publiques pour le bien-être des populations.
partant de cette définition et de ce concept-là, nous avons vu que notre pays a connu de l'indépendance à nos jours de différentes manières de gestion des affaires de l'État. Et pendant les différentes périodes, il a toujours été révélé que des insuffisances ont toujours fait l'objet de révoltes de la population contre les gouvernants d'alors. Comme mon confrère l'a dit, à partir de l'indépendance, les gouvernements d'alors ont amené un système socialiste qui n'était pas adaptable à notre réalité sociétale, qui par finissent à lâcher. Et il y a eu le coup d'État militaire qui s'en a suivi, qui a connu une oligarchie militaire, qu'il faut dire son nom. La suite, elle est connue, avec l'espoir qui avait suscité, n'est-ce pas, bon nombre de populations à sortir pour faire partir cette oligarchie militaire qui est l'avènement de la démocratie. Après des années d'exercice, encore, nous avons vu que des insuffisances aussi ont été observées à la matière, jusqu'à la naissance du mouvement M5 RFP, dont nous faisons partie nous aussi, sommes acteurs principaux en tant que représentants religieux. Nous avons vu en réalité que le problème qui gangrène notre gouvernance est le fait que les différents modèles amenés chez nous ne sont pas compatibles avec nos réalités sociétales, économiques. D'où chaque fois qu'on importe, n'est-ce pas, une idéologie de gouvernance importée chez nous, on voit que le bas blesse, ça ne marche pas. Donc, il faut à un moment donné que nos élites réfléchissent par rapport au modèle de gouvernance qui est propre à nous, basé sur notre philosophie. C'est ce qui fait défaut chez nous en Afrique, précisément au Mali. Parce que quand on voit la démocratie qu'on nous a amenée, cette démocratie, elle n'était pas comprise. Ce qui nous a été dit et ce qui est la pratique, il y avait une différence entre les deux. Et pendant les premières heures de la démocratie, c'était l'ancien système de l'oligarchie militaire qui a continué, mais avec des modifications de façade seulement. Il y avait un groupe de personnes qui avaient pris en otage tout un pays. D'où, n'est-ce pas, tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme mauvaise gestion est né à partir de là-bas. Donc, notre problème de gouvernance, je redis une fois de plus, repose sur le modèle de gouvernance. Il faut que nous, les Africains, réfléchissent, et surtout le génie malien, réfléchissent par rapport au mode de gouvernance qui est propre à nous et qui répond à notre philosophie. Sinon, on continuera chaque fois de nous rebeller contre le système qui viendra si ces derniers-là ne répondent pas aux aspirations et à l'entente du peuple. D'accord, c'est une bonne approche, vous la partagez totalement? Oui, en grande partie. Je pense qu'il faut que l'on sache que le modèle de gouvernance doit être approprié à chaque peuple, doit convenir à chaque peuple comme une tunique à un homme. On ne peut pas continuer à importer les modèles d'autres pays pour les greffer chez nous sans vraiment une analyse approfondie de notre corps et de sa prédisposition à accepter cette greffe. Et évidemment, je suis d'accord avec lui que notre père Modibo Keïta, qui était un génie, il faut le reconnaître. Et je comprends, nous étions à une époque quand même difficile, on devait soit rester dans le giron du colon ou prendre notre indépendance. On venait juste
de l'éclatement d'une fédération qui n'a pas marché avec le Sénégal. Donc on devrait prendre nous-mêmes en charge. C'était compliqué, donc vous pouvez comprendre, il y avait des contingences qui étaient là. On est obligé de partir vite et sans peut-être prendre toutes les dispositions nécessaires. Donc je pense que le régime socialiste, évidemment, dans toutes ses acceptions, en tout cas telles que pratiquées à l'époque dans les pays comme l'URSS, comme Cuba, bon, on n'était pas compatible avec chez nous. Nous sommes une nation historiquement de commerçants. Oui. C'est quel régime qui était compatible avec... Les deux. Moi, je pense qu'un régime entre les deux. En fait, nous sommes pour la collectivité, mais nous sommes aussi pour la propriété privée. Donc la collectivité, c'est-à-dire le bien public, l'appropriation voilà, de certains moyens de production, oui, nous sommes ouverts à ça. Tout ce qui peut faire en sorte que la société dans son ensemble ne puisse pas souffrir de certains manques ou puisse être résiliente face de certaines catastrophes. Par exemple, prenons l'éducation. Prenons par exemple les greniers, les réserves alimentaires qu'il faut faire. Donc une partie de l'économie, quoi. Il faut que en partie l'État puisse avoir quand même quelques leviers économiques qui lui permettent souvent d'aider les populations à faire face à des catastrophes naturelles ou des crises voilà, environnementales. Mais en même temps, nous sommes pour qu'on laisse la liberté à chaque individu, à chaque citoyen qui souhaite développer ses propres moyens de pouvoir le faire, de pouvoir s'enrichir si c'est cela qu'il désire, voilà, de pouvoir le faire. Donc c'est vraiment un régime hybride, voilà, sur la frontière entre le socialisme et le capitalisme qu'il fallait penser. Moi j'ai écrit un roman qui est sorti en 2020, Le village de Beau sous la menace de météorite, que je recommande à vos téléspectateurs. J'essaye d'exposer, bien sûr à travers une histoire imagée, une histoire inventée, qui s'inspire aussi de la réalité, hein. Un modèle de gouvernance qui peut permettre au Mali de se sentir lui-même et de faire de bon en termes de progrès. D'accord, un modèle de gouvernance, ça, on est totalement d'accord. Mais dans vos analyses tout de suite par rapport à ce que vous venez d'avancer, vous avez quand même très souvent fait propos des acteurs politiques. Vous pensez que c'est un petit peu ces acteurs politiques-là qui n'arrivent pas à saisir la chose et qui n'arrivent pas vraiment à le rendre tel qu'il faut vraiment pour nos pays africains et pour le Mali, parce que moi je le pense. Actuellement on voit ce qui se passe chez le voisin qui avait une gouvernance un petit peu stable, avec une démocratie qui était carrément exemplaire. Aujourd'hui la case peut brûler chez tout le monde. Et à cause des hommes, des acteurs. Les acteurs. Moi j'ai toujours pensé, contrairement à Barack Obama, que ce sont plutôt les hommes forts qui font les bonnes institutions. Il faut toujours penser que tout peut basculer si nous décidons de changer de paradigme. Et la responsabilité, elle est nôtre, de rester dans la voie qui permet de stabiliser nos États et de leur assurer un renouvellement pacifique, si vous voulez, de leadership. Et ça a manqué chez nos voisins. C'est toute cette question de troisième mandat, cette volonté qu'on lui prête ou qui est réelle, je ne sais pas trop, mais c'est vrai qu'il entretient quand même un flou autour de ça. Et je suis sûr que si le président Macky Sall disait clairement qu'il n'était pas candidat, je ne pense pas que les choses allaient dégénérer de cette manière. Nous avons vu avant le Sénégal, la Côte d'Ivoire, avec la question de la nationalité, parce qu'on voulait exclure un candidat un peu encombrant ou qu'on estimait être suffisamment solide, peut-être pour nous ravir la chaise présidentielle. Les hommes, à contrario, vous voyez au Botswana, vous voyez même un peu au Rwanda, d'autres hommes, d'autres méthodes, où les choses sont beaucoup mieux gérées. Botswana, c'est un pays assez stable, économiquement émergent. Voilà. Et donc, c'est les hommes qui font et qui défont
Voilà, les régimes, c'est les hommes qui font la réussite des modèles ou qui font son échec. Et nous devons prendre le temps, au moment de choisir nos gouvernants, de réfléchir mûrement, de poser des questions sur leurs antécédents, mais aussi leurs programmes, et surtout lorsqu'on a à réfléchir sur les textes qui organisent la vie publique, tels que la Constitution, de mettre des garde-fous qui puissent empêcher qu'un homme ne puisse faire du système ce qu'il veut. D'accord. Tout à fait, je vous suis parfaitement, mais là, les acteurs politiques, est-ce que les acteurs politiques, quelque part, parce qu'on entend beaucoup de cela dans les discussions dans les cités, où tout est ramené aux acteurs politiques, ils ont failli. Ils ont failli à la gouvernance. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour avoir comme acteur politique, pour avoir comme homme politique qui est, par exemple, quelle vision politique pourrait avoir ces acteurs-là? Bon, en réalité, je rejoins mon frère. Vous savez, tous les maux de l'Afrique viennent de nos dirigeants. Pourquoi? Nos dirigeants n'arrivent pas, jusqu'à preuve du contraire, de se débarrasser des idéaux coloniales. C'est-à-dire, ils gouvernent selon le dictat de l'extérieur. C'est ça le problème en Afrique. Vous êtes élu pour un peuple, pour un but bien déterminé, mais une fois arrivé au pouvoir, le peuple ne voit pas son objectif en train de se réaliser, mais il voit d'autres objectifs venant d'ailleurs. Ça frustre. C'est la raison pour laquelle, quand on voit aujourd'hui, je prends le cas du Mali, pourquoi nous sommes dans les visères de l'extérieur? C'est parce que nos dirigeants actuels ont voulu se décoloniser de ces mentalités-là. Donc vous voyez, il y a un fossé entre la jeune génération et l'ancienne génération des décideurs africains. La nouvelle génération qui est partie à la même école que ces décideurs de l'extérieur et qui l'ont dévancé et qui connaissent leurs capacités. Souvent, ils étaient de meilleurs parmi eux, n'admettent plus qu'une fois arrivés chez eux, soit dicter des décisions à partir de l'extérieur pour leur pays. Ils veulent donner un nouvel élan de développement, de la conception de démocratie et de la bonne gestion pour leur pays. Et tant que nos dirigeants n'empruntent pas ce chemin-là, nous resterons à poser des questions et à mener des réflexions sans résultat. Parce que personne ne viendra construire chez vous, pour vous, contre lui-même. C'est à vous de vous battre. Aujourd'hui, quand on regarde les différents programmes amenés par certains de nos dirigeants, nous voyons qu'il y a un grand fossé entre la réalité sociétale et ce programme-là qui ne répond pas aux aspirations du peuple. Mais pourtant, les peuples votent pour ces dirigeants-là quand même. Oui, peut-être que c'est là où va venir notre premier désaccord. Moi, je pense que même les pères de l'indépendance ont été aux mêmes écoles que les Blancs. Et souvent à des niveaux supérieurs. Puis, écoutez, Fouet a été ministre dans le gouvernement français. Bon, écoutez, non, je pense que, je suis d'accord que la responsabilité principale, notre sous-développement nous incombe. Mais je ne crois pas que ce soit du fait du dictat de l'extérieur. Je pense que c'est une question de conscience personnelle et de conscience professionnelle, puis de conscience collective. Je pense que nous avons malheureusement connu une vraie crise de leadership. Et regarde l'Asie. L'Asie a connu un autre destin. Et pourtant, l'influence des puissances impérialistes n'était pas moindre là-bas. Au départ, il suffit de chaque pays, que vous soyez puissant ou pas, défend ses intérêts.
promeut ses intérêts. Moi, je vois rien d'anormal avec ça. Mais maintenant, c'est à chaque pays de définir sa propre politique. Comment protéger les siens et que faire pour les poursuivre chez les autres. Nous sommes dans un monde de concurrence. Nous sommes dans un monde de compétition. Voyez. Donc, je veux juste éviter qu'on donne l'impression que quelque part, il y a des puissants qui sont arrêtés, qui veulent dicter des choses et que les autres doivent suivre. Non, c'est pas comme ça. Voilà, ils ont leur objectif, ils ont leur argent. Imaginez, je vous donne un exemple très précis. L'enseignement, l'éducation, qui est, si vous voulez, à mon avis, l'âme d'un pays, l'âme d'un État. Si vous ne parvenez pas financièrement à prendre en charge vos écoles et que vous invitez des partenaires à le faire, mais ils viennent avec l'argent. Mais c'est l'argent de leur peuple, là. Ils ont des intérêts. Donc quand ils viennent, écoutez, ils ne veulent pas, d'après eux, que l'argent soit gaspillé. Ils vont venir avec des conditions. Nous voulons ceci, nous voulons cela. Est-ce que c'est ça un dictat? Non, c'est lié à leur financement. Si vous ne voulez pas, vous dites non, ils retournent avec l'argent et leur modèle. Hein. Mais ici, on accepte le modèle, même si on pense que ce n'est pas bon pour nos enfants, mais parce qu'il y a l'argent. Et une grosse part de cet argent, d'ailleurs, ne va pas là où c'est destiné. Et ça, je pense que notre professeur d'arabe, c'est un arabisant qui parle bien français. Il y a la corruption derrière, mais voilà. Docteur Konaté, quand même, vous parlez de cette influence qui, c'est nos dirigeants qui doivent, en principe, réfléchir, accepter ou refuser. Mais vous ne pouvez pas aussi occulter l'effet France-Afrique, quand même, qui est là. L'effet France-Afrique, je pense que c'est une vieillerie. C'est ce que je pense, c'est une vieillerie. Oui, dans les années 60, je crois à ça. Hein, tout le monde connaît, enfin, ceux qui ont étudié les relations internationales savent le fameux Focard et ses liens en Afrique, tout ça. Oui, il était en guerre froide, il y a beaucoup de choses qui expliquaient ça. On faisait, on défaisait des chefs d'État, mais c'est en révolu depuis ça a commencé depuis la fin des années 90. À part des années 2000 déjà, ça a évolué là. Pourquoi? Parce que dans ces nations même, les choses ont évolué. Ce n'est plus les mêmes vieux tocards colonialistes qui viennent au pouvoir. Hein. Si Macron, Macron, c'est pas mon, voilà, c'est pas mon président et j'ai pas envie de dire que je l'aime pas, mais félix une fois. Mais si, je suis sûr que s'il était aussi colonialiste comme les gens pensent, il n'avait pas réagi comme ça. Donc, non, je pense que les temps ont changé. Ça ne change pas que chez nous. Il ne faut pas penser comme ça, ça change aussi chez les autres. Ce n'est pas seulement nous, nos enfants, qui changent. Même les enfants français changent. Même les enfants américains changent. Les mentalités changent, évoluent. Le monde en 1960 n'est pas le monde d'aujourd'hui. Ils sont dans le numérique, bon Dieu, c'est pas. Pareil, beaucoup de choses ont évolué. Donc, oui, France-Afrique, avant, oui, mais aujourd'hui, ça devient une sorte de faux fuyant pour nos gouvernements. Ça devient une sorte de refuge pour nos gouvernements, pour justifier leurs échecs. Quand ils ne parviennent pas à bien travailler, à bien investir, etc., souvent on laisse couler ces rumeurs comme quoi, c'est l'autre, c'est les Américains, c'est les Français qui l'ont empêché de travailler. Mais c'est n'importe quoi, ça. Ils regardent l'Asie, mais ils regardent d'autres continents qui font... comment ils peuvent avancer? Et pourtant, les Américains sont là-bas. Ils ont des bases là-bas. Les Français sont là-bas. Ils ont des ambassades, des consulats, ils ont des réseaux là-bas. Mais pourquoi ils ne font pas le même effet que chez nous? Non, c'est une question de qualité d'homme, de culture d'ailleurs, de mentalité même. Vous savez, quand vous êtes dans un peuple où on croit que c'est Dieu qui va faire à notre place tout ce dont on a besoin, ben, écoutez, vous n'avez pas encore commencé le développement. Hein? Ok, d'accord. On va essayer d'avancer en termes de gouvernance, de démocratie, comme on aurait pu entendre. Il y a quand même un truc qui change de pays à un autre au niveau de l'Afrique. Vous venez de parler du Rwanda, des pays qui émergent. Aujourd'hui, est-ce que dans cette gouvernance aussi ne se pose pas la question des missions régaliennes de l'État? Se soigner, de manger, d'avoir des infrastructures pour pouvoir s'établir. Je pense que ces missions de régaliennes doivent pouvoir alléger les revendications, par exemple, de la société. Votre avis là-dessus? Bon, effectivement, c'est ça la vraie question. Est-ce que c'est pas ça la question par rapport à la question de d'autres? Bon, la gouvernance aussi y est carrément. Oui, ça fait partie de la gouvernance. Comme vous dites, la mission régalienne de l'État. Quand on prend par exemple l'éducation, ça fait partie des missions régaliennes de l'État. La sécurité, la santé, l'agriculture. Il faut voir aujourd'hui ces 4, n'est-ce pas, éléments clés, n'est-ce pas, pour le développement d'un pays. Comment est-ce que ces éléments-là sont traités chez nous?
quelles sont leurs valeurs. Il faut voir, dans un pays où l'éducation n'a aucune valeur, vous pouvez vous attendre à un développement et à former des futurs cadres dans ce pays-là. Dans un pays où vous n'arrivez même pas à manger, mais vous attendez à quoi? Dans un pays où quand le pauvre tombe malade, il meurt, et le riche, n'est-ce pas, a tous les moyens pour envoyer, n'est-ce pas, comment dirais-je là, le malade à l'extérieur. Quand vous venez dans un pays où votre sécurité ne dépend pas de vous, votre sécurité est sous-traitée, vous attendez à quoi? C'était ça ma question quand je disais que le problème de notre gouvernance, c'est le dictat. Souvent, je reviens, moi, en réalité, ça c'est ma philosophie à moi. Il y a le fossé maintenant, il y a un fossé entre les anciens dirigeants et le nouveau dirigeant de l'Afrique. C'est ce qui fait que l'Afrique est en train de changer. Nos grands-parents, les vieux de 70 ans, de 80 ans, qui sont dans le pouvoir, dans les règnes du pouvoir aujourd'hui, gouvernent sur le dictat de l'extérieur, la plupart. C'est ce jeu que ça ne va pas. Mais quand vous venez dans les pays émergents, comme il a cité le nom, vous verrez qu'ils sont moins jeunes que ceux-là. Même aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe chez notre voisin, ce n'est que ça. Il y a le jeune qui veut venir pour imiter d'autres jeunes, mais on lui barre la route. C'est parce qu'il aspire à des changements. Mais le vieux est là, il fait l'affaire de colon. On le laisse faire ce qu'il veut. Ce qui s'est passé ici, c'était par exemple au Mali, au Burkina, on allait voir les enquêteurs internationaux sur notre dos. Si je vous suis, pour une meilleure gouvernance et une meilleure gestion dans un pays, il faut mettre aux affaires des jeunes. Bon, pas tellement des jeunes, mais des compétents. Pas obligatoirement des jeunes, mais la jeunesse a son rôle qu'il faut admettre. Vous savez, madame, tout développement d'un pays se repose sur sa jeunesse. Là, c'est une réalité. Mais on ne peut pas exclure les vieux aussi. Mais des vieux qui sont utiles et qui sont soucieux de l'avenir de la jeunesse. C'est eux qui peuvent s'ajouter aux jeunes pour faire développer un pays. Sinon, un vieux mourant qui ne pense qu'à se faire soigner, qui est dépassé par la technologie, comme il le dit, par le numérique, mais qu'est-ce qu'il pourra faire? Il est en retard par rapport au développement même du monde, à la progression du monde. Mais un jeune peut rattraper le retard dans un temps record, mais un vieux, ça ne va pas. Donc c'est ça notre problème, madame. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, comment expliquez-vous que l'Afrique est le continent où il y a un taux énormément élevé de jeunesse et il y a une bonne partie de cette jeunesse qui vont étudier ailleurs et qui reviennent, mais malgré tout, qui n'arrivent pas à trouver la place qu'il faut, à l'endroit qu'il faut. Et si on regarde bien les dirigeants africains majoritairement, ils sont au moins dans une bonne tranche de 60 ans, voire 70 ans. Alors est-ce que toujours c'est vraiment cette histoire de jeunesse? Je suis d'accord avec lui que il est plus facile et peut-être plus précautionneux de faire confiance aux jeunes qui ont une bonne vision, une bonne mentalité, de pouvoir gérer nos pays, que les vieux, comme il est dit, comme les personnes, plus que les personnes âgées. Et c'est pour beaucoup de raisons. Même psychologiquement, on n'a pas le temps, on peut développer beaucoup de raisons à cela. Et je dis bien des jeunes qui ont une bonne vision, parce que ce n'est pas à tous les jeunes qu'il faut faire confiance. Et vous l'avez dit, l'Afrique, c'est le continent où il y a plus de jeunes, mais la plupart de ces jeunes sont pauvres, ne sont pas bien éduqués. C'est vrai, il y a une poignée qui parviennent à tirer l'épingle du jeu, à aller même poursuivre leurs études post-universitaires dans d'autres pays. Et quand ils reviennent, c'est ça votre question, c'est le système qui les empêche, voilà, de pouvoir émerger. Parce qu'ils viennent trouver un système qui est majoritairement dirigé par la troisième génération, par des vieux, qui sont dans la conservation des habitudes. C'est comme ça
qu'on a toujours fait, depuis 20 ans, c'est comme ça qu'on fait, et qui pensent que parce qu'ils sont âgés, vieux, qu'ils savent tout, ou qu'ils sont plus sages que ceux qui sont moins vieux. Et ça, c'est une question de mentalité. Parce que tout n'est pas beau chez nous. Hein. Oui. Voilà, dans notre mentalité, c'est ça. Les vieux sont les savants, les jeunes sont les apprenants. C'est ça la culture locale. Mais c'était vrai pour nos grands-parents. Il y a 100 ans et 200 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas cette école moderne d'apprentissage. C'était de père en fils, en tout cas de vieux à jeunes. Donc pendant ce moment-là, évidemment, les vieux étaient les bibliothèques. Parce que c'est l'âge, plus tu accumules d'âge, plus tu accumules des expériences d'apprentissage. Mais aujourd'hui, nous avons des livres. En moins d'une heure ou en moins d'une semaine, tu peux apprendre autant sur un sujet qu'un vieux n'en a jamais appris pendant ces 20 dernières années, etc. Donc, le monde a changé. Donc, c'est une vérité, peut-être une vieille vérité, mais qui n'est pas adaptée à celle d'aujourd'hui. Mais il y a certains de nos parents qui continuent à penser comme ça. Voilà, que les jeunes doivent toujours être derrière les vieux. Mais aujourd'hui, il faut inverser la donne. Je pense qu'il y a des jeunes qui sont compétents et il faut les mettre en avant. D'ailleurs, même pour réussir ce qu'on appelle la transmission, la transmission du relais, et la préparation de l'avenir. Moi, je pense qu'on ne peut pas bien préparer une génération à se prendre en charge seulement en lui faisant de la théorie. Non, il faut lui mettre les pieds à l'étrier et puis vous les guider derrière. Donc moi, j'ai vraiment une philosophie et comment il faut connecter les vieux et les jeunes dans une synergie d'action qui permettent de pousser le pays vers là-bas. Encore une fois, la mentalité est fondamentale. Il faut que notre façon de voir le monde, notre façon même de penser notre vie change. Parce que nous reposons beaucoup plus sur les autres que sur nous-mêmes. Les marabouts, les féticheurs, les voyants, les charlatans. Et même pour trouver un boulot, il faut qu'on aille voir quelqu'un qui puisse taper sur le sable. Et si on sort le matin avec un coq blanc nous traverse devant nous, on est tout de suite psychologiquement affaibli, on pense que quelque chose de mal. Quand on est dans ça, vous voyez, ça va affecter même notre rendement. Jusqu'au sommet de l'État. Souvent, les décisions qui sont prises après avoir consulté ces charlatans-là. Vous imaginez? Des décisions qui engagent le destin de tout un peuple. Je n'ai pas dit qu'il faut carrément jeter tout ça à l'eau, mais quand même, il faut le prendre avec beaucoup de précautions. Donc, il faut revoir tout ça. Il faut vraiment commencer à croire. Et c'est ce que je pense, foncièrement, que notre développement dépend de nous. Voilà. Dieu ne va pas faire ce travail à notre place. Dieu n'est pas notre esclave. Il ne nous a pas créé être humain. Il ne nous a pas pourvu d'un esprit pour réfléchir, des membres pour rien. Il faut que nous fassions notre part d'abord. Et puis les bénédictions maintenant vont suivre, Dieu va aider. Voilà. Et moi je suis musulman, dans le Coran Dieu nous dit, Dieu ne va pas changer l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il est en lui-même. Donc il faut que cette mentalité-là change. Dès que le Malien va changer cette façon de voir les choses, au lieu de faire confiance aux charlatans, aux féticheurs, il va faire confiance à lui-même, il va dire c'est possible que je m'en sors, c'est possible de ramener ce pays vers la voie de développement. C'est possible de mettre fin à la rébellion définitivement au nord du Mali. C'est possible de faire, c'est possible. Quand on va commencer à dire ça, que c'est possible, vous allez voir que tout va changer. Donc, alors justement, quel modèle de gouvernance il faut pour le Mali? On va aller direct, par exemple, on va aller pour le Mali. Quel modèle de gouvernance? Parce qu'aujourd'hui au Mali, nous sommes dans une phase de transition. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a des réformes, il a été dit, qui doivent pouvoir remodeler, rebattre les cartes du pays. Il y a le référendum qui va approcher très bientôt. Quel modèle de gouvernance au Mali quand on prend en compte la crise sécuritaire, les institutions, l'état de droit de cette nation? Quel modèle de gouvernance? Je vais commencer par vous, M. Sago. Madame, vous savez, le Mali est un pays exceptionnel, avec un peuple exceptionnel, des dirigeants exceptionnels, des situations exceptionnelles. Tout est exceptionnel au Mali. Donc une gouvernance exceptionnelle alors? Si. D'accord. Nous, à mon humble avis, le Mali doit emprunter le chemin du développement local, un développement basé sur nos ressources naturelles. L'agriculture, la pêche,
l'élevage. Ce sont des avantages qui nous ont été offerts par la nature. Dans la sous-région, il n'y en a pas. Tant que nous ne nous focalisons pas sur ça comme levier et soupassement pour notre développement, tout modèle de gouvernance qu'on va faire, ça va tomber dans l'eau. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas gouverner les gens à travers des décisions, à travers des sorties médiatiques. Il faut que les gens soient à l'aise chez eux. Il faut que les gens sentent qu'ils sont considérés. Par exemple, moi, je viens de la région de Mopti. À Mopti, quand nous étions jeunes, il y avait les Burkinabés, les Nigériens, les Ghanéens qui venaient acheter des poissons à Mopti. Mais rien n'a été fait pour maintenir cet élan. Adopter la vie mopticienne à la réalité mopticienne, ça n'a pas été fait. Et la plupart de la jeunesse a immigré vers Bamako. Aujourd'hui, pratiquement, il n'y a plus de jeunesse parce qu'il n'y a pas de boulot. L'école n'était pas adaptée à la réalité. Et ainsi va dans toutes les régions du Mali. Nous sommes en train de nous focaliser sur des développements que nous ne possédons pas le moyen. Nous voulons aller vite, très vite. Or, nous avons de quoi nous faire développer très rapidement. Quand il a parlé de l'Asie, c'est là où je voudrais lui dire, nous n'avons pas la même mentalité que les Asiatiques. Nous n'avons pas la même conception des choses comme les Asiatiques. D'abord, les Asiatiques ont lutté pour leur indépendance, ont cherché les colons chez eux. Mais nous, nous avons négocié notre indépendance. C'est là où le bas blesse. C'est ce qu'on ne nous dit pas. Qu'est-ce qui a été négocié? Jusqu'à preuve du contraire, rien ne nous a été dit. De quoi était le consensus par rapport à nous donner cette indépendance-là? Par rapport aux pays asiatiques, on voit qu'après l'indépendance, ils ont commencé à voler de leurs propres ailes. Mais nous, jusqu'à présent, nous volons à travers les ailes des autres. C'est parce que c'est-à-dire que notre gouvernance n'est pas adaptée à notre philosophie. C'est ce qui, ça, il faut en tenir compte de ça. Notre philosophie et notre réalité sociétale, les deux vont de pair. Il n'y a pas un peuple qui aime son pays plus que le Malien. Le Malien immigre parce qu'il n'a pas les moyens. Si je vous dis que moi, je ne connais pas de frontières du Mali, il y a aussi l'aspect culturel. Hein, il y a l'aspect culturel. Il y a plein de jeunes, s'ils gagnent chez eux, ils ne vont pas sortir. Mais ils sortent parce que ils sont désorientés chez eux. Ils ne savent pas quoi faire. L'école dont mon frère en a parlé, il faut voir aujourd'hui le modèle d'école que nous avons. Ça n'encourage pas des facultés avec des spécialisations. N'est-ce pas, quand vous finissez, vous n'avez pas de boulot. Mais vous formez des générations et des générations. Et on continue. Et on continue. Et il n'y a pas de réaménagement dans ça. De quel modèle nous inspirons? Tant que notre philosophie n'est pas, notre réalité n'est pas adaptée à notre philosophie, on ne fera que, n'est-ce pas, créer des fossés. C'est sous-développé. C'est sous-développé. Moi, je pense que le Malien, en gros, n'aime pas le Mali. Je crois que le Malien, dans le discours, il est dit, mais si on doit croire aux gens, si on doit prendre les gens, leur discours, je pense que personne n'ira en prison. Voilà. Dans les faits, quand vous regardez, les Mali n'aiment pas le pays. Regardez Bamako. Ce n'est pas les Français qui ont sali Bamako. C'est nous qui salissons Bamako. Allez-y, pas à 100 mètres de l'RTM, la télévision nationale, la place Patrice Lumumba, une place historique. Mais la salissure, mais c'est putricide. Ça, c'est même pas islamique, ça. C'est même pas musulman, ça. Donnez-nous deux, trois pistes de bonne gouvernance. On va aller droit au but. Non, ça fait mal parce que vous dites, écoutez, ça tient à peu pour faire des grands pas. Pour changer tout ça. Mais on ne parvient pas. On ne parvient pas à faire ce petit peu-là. Beaucoup, moi j'enseigne depuis longtemps, des étudiants. Beaucoup de jeunes ne croient même pas au Mali.
ils pensent que Maline c'est réglant. Maline c'est réglant. Oui. Donc quand quelqu'un parle comme ça, là, il dit, tu vois, c'est compliqué. Mentalité, c'est compliqué. Bon, moi, je vais peut-être commenter un peu l'aspect politique. Pour vous dire vrai, madame, vous posez une question très difficile. J'ai même pas envie de vous répondre. Faites des efforts. On pose une réflexion et on a besoin. Je crains de ne pas être bien compris. Honnêtement, je pense qu'il faut un régime de transition au Mali. Le Mali est tellement pourri. Je le dis comme ça. Quand je dis, je ne parle pas de chaque Malien, je parle de la majorité des Maliens. Ils sont tellement pourris. La base est tellement pourrie que le changement ne pourra jamais venir de la base. Non. Ça va venir d'en haut. Ceux qui ont la chance de présider la destinée de notre pays, c'est eux seuls qui peuvent entraîner les Maliens dans une nouvelle voie. Et ce n'est pas par les discours, par les actes. Tant qu'on n'aura pas ça, on va mourir dans cette situation. Donc, il faut un régime de transition. Un régime de transition politique où on va avoir un régime présidentialiste, je veux dire un président bien sûr fort, autoritaire, mais avec un contrepoids, d'un contre-pouvoir, une assemblée où j'en sais rien, on pourra trouver le nom qu'il faut, qui puisse mettre fin à son mandat si jamais il dévie des promesses qu'il a données au peuple, si jamais il viole les textes fondamentaux de l'État. Et que cette décision puisse être faite facilement, pas par 6 étapes, comme actuellement il se trouve dans le projet de constitution, qui n'est pas du tout dissuasif. Et puis avec des mandats de 7 ans, pas de mandat, 7 ans. Je dis bien, une transition de 10 ans, 15 ans, vous allez trouver que le Mali va complètement changer. Un mandat de 7 ans. Donc vous venez, quand vous venez au pouvoir, vous venez avec un programme politique, avec des engagements forts, et vous savez qu'il y a un contre-pouvoir qui vous observe, qui peut vous démettre si vous déviez. Donc vous vous mettez au boulot. Vous n'avez pas d'autres mandats à préparer. Ici, qu'est-ce qui se passe? Les gens viennent au pouvoir. Première année, déjà, le gars, il respire, il prend son temps d'abord. Voilà, et il commence, voilà, les choses peut-être à la fin de la première année. Deuxième année, il travaille un peu. Troisième année, ça commence à réfléchir au second mandat. Et tout, ça commence à aller dans tous les sens. Ça commence à rentrer en campagne. Mais bien oui. Mais vous venez de dire qu'il faut que les décisions soient sur les leaders, les gens d'en haut. Mais actuellement, au Mali, il y a quand même des actes qui sont en train d'être posés qui, on peut dire, satisfait une partie de la population, pour ne pas dire tout le monde. Déjà, il y a déjà les partenaires. Les partenaires qu'on a mis à la porte, notamment la France, ça c'est un acte fort. Le Mali revient aux Maliens. À côté de ça aussi, il y a des institutions fortes qu'on veut vraiment mettre en place, renforcer nos institutions et le référendum. Qu'est-ce que vous pensez de tout cet aspect-là? C'est qui? Je vais commencer par ça. Vous savez, madame, les institutions là, ce ne sont pas les institutions qui font un pays, ce sont les hommes qui font le pays. Mais c'est les hommes après qui sont dans ces institutions. Non, les institutions là, les institutions, souvent, nos institutions, sont des lieux de gaspillage d'argent. Et ça coûte très cher. Comment vous pouvez imaginer qu'une personne à la tête d'une institution peut gagner plus de 10 millions comme salaire dans un pays pauvre comme le Mali? Vous pensez que ce pays-là avancera? Même pas une institution. Je vous le dis, peut-être vous le savez, jusqu'à preuve du contraire. Oui. Le directeur général de l'INTS, Oui. c'est les rapports qui le dit, l'OCLEI qui le dit, gagne 54 millions de francs CFA par mois. 54 millions de francs CFA par mois. Ça, c'est pire que... Allez-y, Voilà. continuez. Vous voyez? C'est-à-dire que faire des institutions là ne vont pas faire avancer un pays. Mais mettre en place des hommes forts, même avec 2 ou 3 institutions, il faut aller à l'essentiel, comme Konaté a dit. En réalité, nous avons des hommes politiques, mais nous n'avons pas des hommes d'État. C'est ce qui fait notre défaut. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui vient, qui pense à l'avenir du pays, qui est prêt à se sacrifier lui-même pour le pays. Pour le moment, c'est ce que nous n'avons pas. Mais nous sommes sur cette voie-là, je crois. Oui, aujourd'hui, c'est un régime transitoire. C'est les autorités qui sont là. Ce sont des autorités transitoires.
Mais nous allons voir la réalité du terrain lorsque des décideurs seront élus et qui vont travailler. Parce qu'actuellement, on peut se dire, bon, ce sont des gens qui cherchent des noms, ce sont des gens qui peuvent faire ça. Mais lorsqu'il y aura des élus par le peuple, c'est à ce moment-là qu'on saura en réalité qui sont ceux que nous avons mis devant nous pour gouverner. Tout à fait, mais aussi, ils ont aussi une responsabilité de baliser le terrain. Absolument. Carrément. Absolument, Parce que absolument. s'ils ne le font pas, le régime qui viendra plus tard diront que tout part de cette transition qui n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Et moi, j'aimerais bien que vous puissiez dire, est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Est-ce que nous avons, on peut dire, des armes qu'il faut pour que l'équipe qui viendra après cette transition puisse mener à bon port le bateau Mali? Oui, nous avons quelques armes, c'est pas suffisant. Sur le plan sécuritaire, voilà, nous avons renforcé la logistique. Oui, l'armée, surtout la logistique, l'équipement, si vous voulez, matériel de l'armée. On a beaucoup fait, et ça, il faut féliciter le gouvernement de la transition. Donc, celui qui va venir, je pense que de ce côté-là, n'aura pas beaucoup de soucis. Encore une fois, sur le plan matériel. Pourquoi je le précise? Parce que sur le plan de la formation, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Les écoles de formation militaire que je connais un peu, pour avoir enseigné 5 ans à l'école d'état-major national des Koulikoro, il y a beaucoup à faire. Je ne pense pas qu'on ait encore changé là-bas le système. Et pourtant, il faut commencer par là, la formation. Formation. Et vous savez, les meilleurs de nos soldats ne sont pas dans l'instruction. Voilà. Les meilleurs de nos soldats sont dans les cabinets ministériels, sont dans les bureaux. Les majors de promo, les meilleurs. Parce que les conditions de l'instruction ne sont pas attrayantes, ne sont pas incitatives à ce que le meilleur reste pour former d'autres générations de soldats. Donc ça, c'est une intelligence systémique qu'il faut avoir. Et ce travail doit être fait. Et sur d'autres plans, sur le plan même de l'éducation civique des citoyens. Parce que Malien Tiena, à Madame Nabigoui, ça on le dit. Mais qu'est-ce qu'on fait? L'éducation civique, là. Je ne pense pas que la transition est en train d'avoir la bonne politique en la matière. Parce que jusque-là, les textes de loi qu'elle-même s'est donnés, je ne parle pas des textes qu'elle a trouvés en place. Malheureusement, elle les viole. Fréquemment. Il s'agit de quel texte? Ces décrets, que ce soit le décret d'attribution des quotas pour la nomination au CNT, que ce soit même cette commission de finalisation, le quota qu'on a donné aux différentes forces vives, le conseil à un moment avait dit qu'il ne se reconnaissait pas, n'avait envoyé personne, alors qu'il avait un quota. Et puis, regardez la charte de la transition, qui avait fixé 18 mois, on a voulu changer ça, et on n'a pas revenu au peuple. On n'a pas convoqué une nouvelle constitution pour le faire. Voilà. Il a suffi d'un décret pour changer une loi à valeur constitutionnelle. Un décret. Et les gens sont tués là-dessus. Et il y a beaucoup d'exemples. Je donne juste quelques-uns comme ça qui me viennent en tête. Mais ça, ce n'est pas bon. Ça ne forme pas le Malien. À dire, il faut respecter l'engagement qu'on prend. Il faut respecter nos lois et nos règlements. Il faut discipliner. Donc, le gouvernement ne sont pas encore en train d'inculquer la discipline dans les citoyens maliens. Et on ne peut pas, la façon dont nous sommes désorganisés, on ne peut pas se lever comme eux le souhaitent, comme un seul homme, un seul peuple, etc., si on n'a pas le sens de la discipline. Et ça, il faut que le gouvernement le sache et commence à nous donner l'exemple. Vous voyez? Donc, ce côté-là, ça ne va pas. Sur le plan politique, regardez, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de procès aux hommes politiques. Mais écoutez, même aux militaires. Moi, j'ai écrit dans un de mes articles, un livre qui va sortir bientôt, je l'ai dit, tous les militaires ne sont pas des saints. Enfin, tous les militaires ne sont pas des vilains. Tous les hommes politiques ne sont pas des saints. Et les hommes politiques sont véreux, comme il y a des militaires qui sont véreux. Il y a des hommes politiques qui sont bien sains, comme des militaires qui sont sains. Donc, on a la chance d'avoir certains militaires bons, etc. à notre tête. Ce n'est pas pour autant qu'on doit penser que le gouvernement doit être dirigé par les militaires, parce que les civils ont... Non, ce n'est pas vrai. C'est vraiment se tromper voilà, complètement, quoi. C'est fourvoyer complètement. Donc, il n'y a pas une question de... Ce n'est pas une question de corps. On l'a dit, c'est une question d'homme. Voilà, de qualité, c'est tout.
les civils, hommes politiques, militaires, etc. Non, je pense qu'il faut travailler à ce que les hommes politiques qui sont bons émergent. Voilà. C'est ça qu'il faut faire, émergent. Voilà. Les militaires qui aiment ces pays-là doivent faire ça. Parce qu'ils savent très bien, ils doivent tôt ou tard retourner dans les casernes. Non, c'est clair, vous ne pouvez pas diriger politiquement le pays et en même temps être sur le front. Non, mais écoutez, non, il faut vraiment une répartition de missions, de tâches et pour la bonne marche de l'État. À moins qu'on se transforme en un État peut-être militaire, j'en sais peut-être que c'est un modèle aussi qu'il faudra peut-être essayer. Donc, oui, il y a des acquis positifs, oui, il y a des choses, des bonnes choses qui sont en train d'être faites, mais aussi il y a malheureusement des choses qui sont moins bonnes et qu'il faut connaître et chercher à améliorer ou à abandonner. Voilà. Justement, qu'est-ce qu'il y a à améliorer là actuellement pour cette transition? Bon, en réalité, je prends un cas. Moi, je ne peux pas comprendre actuellement qu'il y a une crise au niveau du supérieur. Moi, à la place du ministre, en 15 minutes, j'ai résolu le problème, c'est fini. 15 minutes. Ça dure combien d'années? Combien de mois? Comment vous pouvez comprendre que dans un pays où 2 vagues de bacheliers se retrouvent en même année, bientôt 3, en réalité, cette transition devait être capable de résoudre à ça. Si elle n'arrive pas à faire ça... Et des classes, 3 ans en même classe. 3 ans en même classe. Moi, j'ai ma femme qui est dans ces cas-là. Souvent, quand tu regardes les étudiants, quand ils disent les Maliens ne croient plus au Mali, je le comprends. Moi, à leur place, j'aurais pensé à la même chose. De la même manière, je veux dire. Comment je vais 3 ans en classe de la première année dans un pays et que ce pays me dit de croire à son avenir? Non, je ne croirais pas à ça. Comment est-ce que mon pays me forme, m'attribue un diplôme ou bien une attestation et m'interdit de participer au concours de mon pays? Mais ça, c'est quoi ça? Aujourd'hui, la licence de nos universités ne valent plus rien. Bon, ils ont corrigé ça récemment. Bon, il fallait que les étudiants s'élèvent. Est-ce que les étudiants devaient s'élever pour ça? C'est ce que j'ai dit. Notre formation n'est pas compatible avec nos réalités sociétales et n'est pas reposée sur notre philosophie, madame. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les Maliens ne sont pas toujours dans cet esprit de résilience, de solidarité par rapport à... Les Maliens, ils attendent. Ils se disent, c'est une période de transition, ça va passer, on attend le gouvernement qui sera mis de manière légitime par des élections présidentielles. Peut-être ils attendent ça. Et moi, j'aimerais bien, est-ce qu'on a déjà des pistes, des clés, des outils qui peuvent nous rassurer par rapport à cela, pour une bonne gouvernance? Et de ce fait, je parlerai aussi de la démocratie. C'est pas évident. C'est pas évident parce que la propagande, le niveau de propagande est tel qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes, des citoyens lambda, en veulent même à la démocratie. Je pense que c'est le système démocratique qui est responsable de ça, alors que ce n'est pas vrai. C'est la mauvaise pratique de la démocratie. Pourtant, elle est préservée dans le projet de loi. Oui, évidemment, oui. Mais malgré ça, oui, quand il y a beaucoup de gens dans les rues qui vous disent si le pouvoir, il faut le laisser aux militaires. Démocratie, on n'en veut pas. C'est que la démocratie, c'est quoi? Ça nous a amené quoi, etc. Parce qu'on les fait croire que c'est ce système qui a fait qu'on est sous-développé, qu'on n'a pas assez à manger, voilà, que les gens insultent leurs parents, que les gens insultent les grandes personnes, les religieux, que les gens marchent sur le Coran, les trucs, on mélange tout. Mais c'est vrai, en partie, c'est pas que la responsabilité de l'État, ceux qui sont au pouvoir, mais aussi la responsabilité des intellectuels. Aujourd'hui, combien sont-ils sur les plateaux comme le vôtre pour expliquer, pour éclairer? Parce que la plupart d'entre nous aussi ont pris goût à cette même culture un peu corrompue là. D'accord. Les milieux universitaires, il a dit, l'enseignement supérieur, on peut même monter toute une émission là-dessus. Hein? L'école, c'est vraiment l'âme d'un pays. Si vous voulez savoir si un pays est en voie de développement, il faut regarder comment son école est organisée, comment son école marche. Vous le verrez. Tout le reste là, c'est des bobards, c'est du maquillage. Allez sur la colline.
C'est vrai qu'on a fait Kabbalah. Mais Kabbalah va connaître les mêmes sorts que la colline dans 10 ans, 15 ans, si les choses ne changent pas. On a un dépotoir d'ordures là-bas, sur la colline, à côté de l'université. Pour éviter que le temps puisse nous faire défaut, on a parlé de gouvernance, on a donné des pistes par la même occasion. Démocratie, quelle démocratie à l'africaine, adaptée à nous, adaptée à nos valeurs, à nos cultures, faut-il avoir? Je pense que le régime présidentiel demeure un meilleur modèle et qui peut aussi nous convenir. Mais peut-être il faut qu'il soit revu pour la période de transition dont je parle. Voyez, qui peut être un régime présidentialiste, mais avec bien sûr des institutions bien fortes et équilibrées, surtout au niveau du président et des contre-pouvoirs qu'on peut avoir sur le président. Et je pense aussi que la démocratie à la malienne, peut-être à l'africaine, doit s'inspirer de nos valeurs culturelles positives. Et je pense que ce projet de constitution, c'est peut-être l'un des aspects positifs de ce projet de constitution que je salue. Voilà, c'est qu'on est en train de valoriser les modes traditionnels des règlements de conflits. Ça, on a perdu beaucoup trop de temps avant de le faire. Ce projet de constitution a fait ça et c'est une très bonne chose. C'est l'un des meilleurs choix qu'il a pu faire. Vous savez, l'Angleterre, qui n'est pas un pays musulman, qui est un pays à ta majorité catholique, protestants ou chrétiens, mais là-bas, ils ont créé un système parallèle de justice basé sur la religion. Là-bas, il y a des tribunaux islamiques. Est-ce que vous le savez ça? En Angleterre, des tribunaux islamiques pour discuter, pour régler les différends d'ordre civil, quoi. Tout ce qu'ils ont exclu, c'est l'application du code pénal, voilà. Voilà, parce que c'est pas compatible avec les droits humains avec le consort. Mais tout ce qui est mariage, tout ce qui est décès, tout ce qui est héritage, tout ça, il y a vraiment deux systèmes juridiques parallèles. Ah, c'est là-bas. Donc nous, on a pensé que bon, il fallait rester dans cette laïcité un peu perçue à la française, religion à part, non à part. Bon, on en est aujourd'hui à un niveau où le système judiciaire dit laïque ne satisfait pas les populations parce qu'il ne parvient même pas à régler la moitié de leurs différends. Voilà. Les renvois font légion, les gens ne sont pas jugés, ils passent des années, 3 ans, souvent plus, dans des prisons. Voyez, et ces systèmes judiciaires sont souvent éloignés des populations. Vous êtes dans les villages, dans les trucs qui ne sont pas présents, il n'y a pas de tribunal. Il faut voyager pour aller. Donc maintenant qu'on veut intégrer les modes traditionnels de règlement des conflits, c'est une bonne chose. Donc la démocratie doit prendre en compte vraiment les valeurs culturelles positives, je dis bien, qui permet aux populations de se tolérer et de travailler ensemble au bien-être collectif. Et il y a aussi certaines institutions aussi qu'il faut valoriser. La chefferie traditionnelle, quelle est leur place? Donc on ne peut pas. C'est l'une des erreurs peut-être que notre grand-père, pas mon grand-père, mon père, parce que parce que mon papa était vieux. Mon père a 77 ans. Et donc, alhamdoulilah. Donc, c'est notre père, Modibo Keïta, c'est l'une des erreurs qu'il a commises. Mais je l'ai dit, je comprends. Il faut aussi se mettre à son époque. Quand il est venu pour promouvoir vite l'égalité des droits et tout ça, il a voulu aplaner tout. Il a voulu se débarrasser de la chefferie traditionnelle. Et parce qu'il reprochait aussi à cette chefferie une collaboration, si vous voulez, avec peut-être séculaire, hein, en tout cas, de plusieurs décennies, avec les anciens colons. Donc, il les craignait politiquement. Oui, donc c'était peut-être une erreur, ou peut-être c'était une étape transitoire, peut-être, avant de réorganiser tout, je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, le fait est que cette transition a eu cette belle idée de dire qu'il faut donner une place à la chefferie traditionnelle. Qu'il faut mieux organiser, puisqu'il y a une loi qui va être prise, sinon ça peut être contre-productif. Donc, entre autres, hein, comment il faut... D'accord. Monsieur Sako, oui. Vous avez quelque chose à rajouter? Je pense qu'on arrive à la fin. Oui, par rapport à la démocratie, c'est-à-dire que la problématique de la démocratie, ce qui fait que la démocratie a toujours des problèmes, c'est que la démocratie que nous connaissons a été importée. Quand elle a été importée, nos dirigeants, n'est-ce pas, de l'époque n'ont pas eu le temps ou peut-être n'ont pas eu le réflexe, au moins pour inclure certaines de nos valeurs sociétales. Comme il a dit, la chefferie traditionnelle. Moi, je m'attendais dans ce nouveau projet de constitution
voir, n'est-ce pas, la chefferie traditionnelle érigée comme une institution avec des budgets à part. Bon, malheureusement, cela n'a pas été fait. On a mis le Sénat à sa place. Bon, nous créons que l'Assemblée coûte cher, le Sénat aussi est venu. Encore, bon, c'est compliqué. Ça veut dire que toujours, je reviens à ce que j'ai toujours dit, il faut que nos politiques répondent à notre philosophie. C'est ça notre problème. Quel que soit le type de la démocratie qu'on va importer, si elle n'est pas compatible avec nos réalités sociétales, culturelles et religieuses, on va toujours de mal en pire. D'accord. Donc, je vais vous donner les derniers mots et en même temps, ça va être une question. Quelle politique qui puisse coller avec nos valeurs sociétales? Pour terminer, en quelques secondes. Bon. Par exemple, au Mali, on ne peut pas gouverner le Mali sans les religieux. Ça, il faut être d'accord avec ça. Et on voit de plus en plus, on est en train d'exclure les religieux de la gestion de l'État. Ça, c'est très dangereux. D'où il y a cette polémique autour de la laïcité, question de la laïcité. Malheureusement, on est pris par le temps, on n'en a pas touché. Il faut en parler maintenant. Ouais, c'est l'occasion. Cette laïcité, telle qu'elle est définie dans la Constitution et telle qu'elle est pratiquée, c'est diamétralement opposé. Et aujourd'hui, on est en train d'empêcher les gens de parler de la politique dans la mosquée. Et un jour, on viendra dire que les religieux doivent rester en dehors de la politique. C'est ça l'objectif, n'est-ce pas, de la laïcité. Comment dire, la définition donnée à la laïcité dans ce projet de constitution est contraire au concept, que ce soit juridique, que ce soit historique, que ce soit linguistique, philosophique et juridique de la laïcité. Mais c'est aussi pour dire que la laïcité, c'est la liberté à tout un chacun de pouvoir s'exprimer et de pratiquer la religion qu'il veut. Non. D'accord. Il y a une différence entre la définition. Vous savez que, et la mise en pratique. Voilà. Vous savez que la laïcité est un mode de gestion d'État. Il faut que les gens comprennent ça. Quand vous partez, mon frère est là, quand vous partez sur les dictionnaires, n'est-ce pas, juridiques, les mots, on vous dit la laïcité, c'est quoi la laïcité? C'est un mode de gestion qui consiste à mettre out les religieux et la religion. Les religieux ne doivent pas venir sur le terrain politique et l'État ne doit pas aller sur le terrain religieux. Et tout ce quand vous faites ça et vous dites que ça ne s'oppose pas à la religion, mais c'est des sujets diamétralement opposés. Et quand on nous dit que la laïcité permet à tous les chacun de pratiquer sa religion, ce n'est pas vrai. La laïcité, au contraire, interdit à tout un chacun de pratiquer sa religion. Parce que dans un régime dit laïque, ce régime-là est gouverné par le droit positif. Et le droit positif ne tient pas compte de vos valeurs juridiques et religieuses. Le droit est là et s'applique, que vous le voulez ou non. C'est ça le problème de la laïcité. Ça ne permet pas. Par exemple, je vous donne un exemple. Si, par exemple, moi, je suis un ancien Konaté, dans mon concept, il n'y a pas de limite pour le mariage. Je peux prendre jusqu'à 5. Mais dans un État laïque, on m'interdit de faire ça parce qu'il y a la loi qui limite. Moi, je suis interdit de pratiquer telle que ma religion, mais tel que je vais. Donc, le concept de comme le temps, on est pris par le temps, normalement, le concept de la laïcité devait être un débat ouvert dans le milieu intellectuel. Moi, c'est ce que j'ai. S'il y a quelque chose que j'ai décrié vraiment dans cette transition, au cours de cette transition, c'est ça. Il y a un problème qui est là et les universitaires ne sont pas appelés, les intellectuels ne sont pas appelés à faire de débat là-dessus. Et c'est très grave. Tout ce qu'on va sur le plateau, ce n'est pas pour me moquer d'eux, mais en réalité, ce ne sont pas des spécialistes à la matière. Lorsqu'on parle d'un concept ou d'un mot, il faut le donner aux universitaires qui sont l'élite de la nation. Mais ça a été comme ça, et à la dernière minute, on a nommé des gens sur les réseaux, chacun parle de ça, et il n'y a pas de débat contradictoire. Malheureusement, on a adapté, et ce débat-là, ça continuera tant que le concept n'est pas bien éclairé, le concept n'est pas bien, cadré. Les gens n'arrêteront de demander que la laïcité soit enlevée de la Constitution. Même si on fait 100 ans,
le débat va revenir. D'accord, c'est très bien compris. En quelques secondes. Ça va être plus que quelques secondes. Moi, je pense que M. Sako a raison que la laïcité a un sens en sciences politiques consacré par les usages occidentaux. Et c'est cette définition qu'il a donnée. Oui. Ça, c'est la laïcité telle que perçue par les auteurs français, telle que pratiquée en France, et peut-être en Belgique et d'autres pays occidentaux. Mais il faut aussi se rappeler que chaque État est souverain. Chaque État a le droit de développer son propre lexique, de donner à un mot sa propre définition, selon justement son approche culturelle. Voilà. Regardez les États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays laïque, mais pourtant un pays foncièrement religieux. D'ailleurs, le président, il prête serment sur la Bible, en tout cas sur le livre de sa foi. De sa foi, oui. Sur le symbole de sa foi. Et pourtant, c'est laïque. Oui. Donc, leur définition de la laïcité n'est pas la même que celle que tu viens de décrire, qui est dans le dictionnaire juridique, à la française. Donc, je pense que les rédacteurs de ce projet ont défini la laïcité selon la conception culturelle et religieuse malienne, majorité qui sont musulmans, qui est la tolérance, qui est l'acceptation des autres religions, tant qu'elles n'enfreignent pas le droit des musulmans de pratiquer la leur. C'est ça, en gros. Donc cette tolérance, je pense qu'elle est malienne, je pense qu'elle est conforme à notre culture, telle que c'est défini dans les projets de constitution. Là où encore je te donne raison, c'est que ça c'est le discours, ça c'est le texte. Mais dans la pratique jusque-là, évidemment, et moi je fais partie de ceux qui se sont opposés à cette compréhension de la laïcité, bien avant aujourd'hui, j'ai été président de la Ligue islamique des élèves du Mali, que beaucoup ne savent pas de mon parcours, à Sikasso, en 2001. Dans les écoles, oui, parfois c'est difficile même d'avoir un espace pour prier. Ils n'ont pas compris la laïcité. Et pendant peut-être les grandes conférences et tout ça, quand on demande aux gens de faire une pause pour que parce que la majorité sont musulmans, la démocratie aussi, il faut prendre en compte le fait de la majorité, c'est comme ça. On ne peut pas être parfait, mais c'est comme ça. Mais ils disaient, nous sommes laïcs. Donc c'est vrai qu'il y a c'est vrai que dans la pratique, on pratique autrement la laïcité. Donc je pense que ce projet peut-être aurait pu aller un peu plus loin. Pas changer cette définition qui est bonne. Peut-être marquer comme dans la constitution turque, qui est un pays laïque. Dans la constitution, c'est dit qu'il est un pays laïque. Mais dans l'article 24 de la constitution turque, il est dit aussi que l'enseignement religieux et l'éducation morale sont obligatoires dans le programme de formation au premier cycle et au second cycle. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour votre contribution à cette réflexion. Téléspectateurs de Mandé TV, nous avons comme invité le Dr Mahamadou Konaté, directeur général de conseil d'ONCO pour la gouvernance et la sécurité, expert en gouvernance démocratique, sécurité et développement social, également membre du comité stratégique du M5 RFP Malicroix. Nous étions aussi avec M. Abdoulaye Sako, enseignant-chercheur, représentant du mouvement de soutien à l'imama contre la laïcité. Messieurs, merci beaucoup pour votre contribution. Téléspectateurs de Mandé TV, j'espère que vous avez pu avoir beaucoup de réponses à cette réflexion du jour. Le temps nous fait défaut. C'était un plaisir d'avoir ces deux chercheurs, ces deux têtes. La contribution pour le Mali ne s'arrête jamais. Je vous dis à très bientôt sur ce même plateau avec un autre thème. Restez connectés sur Mandé TV. Allez-y sur les pages Facebook, YouTube, Mandé TV, Reflet du Mali.